Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est André Potvin, directeur de l'Institut EDS, et je serai votre animateur pour cette table ronde. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à nos trois conférenciers, M. Éric Bose, M. Jean-Martin Haussan et M. Karel Méran. On est tous ici aujourd'hui pour cette table ronde intitulée « Réfléchir à l'avenir de l'Université Laval et de la société en développement durable ». Cette table ronde est organisée par l'Institut EDS et le vice-rectorat exécutif au développement de l'Université Laval afin de souligner le 10e anniversaire de notre démarche de développement durable. Dès 2006, McGonigal et Stark, dans leur livre Planet U, Sustaining the World, Reinventing the University, ils lançaient aux universités un grand défi de devenir des catalyseurs pour inventer et stimuler le tissu culturel et écologique de la société. Et un an plus tard, donc en 2007, l'Université Laval commençait à structurer cette démarche de développement pour intégrer cette vision au sein même de la formation des opérations et dans le milieu de vie. Cette décision a mené une démarche structurée à travers des plans triennaux d'action et de développement durable qui permettent à la fois de rassembler les différents intervenants de notre institution autour d'une même cause. Donc, la mobilisation a engendré au sein de la communauté plusieurs dialogues et ça a permis à notre établissement de se doter, je crois enviablement, de belles politiques au chapitre du développement durable avec certaines certifications, dont Stars Gold en 2014, le Green Gown en 2015 et le trophée des campus responsables de l'OCDE en 2016, pour n'en nommer que quelques-uns. Plus récemment, on est devenu la première université québécoise et canadienne à présenter un bilan nul des émissions de nos gaz à effet de serre. Mais, au-delà de toutes ces belles réalisations, et afin de porter un regard plus prospectif sur notre institution et sur le monde universitaire plus généralement, on aimerait aujourd'hui poser la question suivante. Comment les universités, ces gardiennes de nos valeurs éthiques, culturelles et intellectuelles, peuvent-elles devenir des leaders vraiment pour le développement durable, voire même un développement qu'on aimerait régénérateur de l'environnement et de nos sociétés? Alors, afin de nous aider à répondre à cette question, on a rassemblé pour vous trois conférenciers très engagés socialement et reconnus comme de véritables agents de changement. Donc, il me fait plaisir de vous présenter d'abord M. Jean-Martin Haussan. M. Haussan est actuellement directeur général du chantier d'économie sociale. Il a étudié l'actuariat, la finance et l'économie au sein de diverses universités du Québec, d'Angleterre et d'Espagne, avant d'entamer une carrière dans le milieu financier international. Avant toute chose, nous a-t-il dit, il est musicien. Il a été directeur exécutif et vice-président des MSCI à Londres, ainsi que gestionnaire de portefeuille principal chez Investissement PSP à Montréal. Il avait auparavant agi comme directeur de la recherche quantitative et gestionnaire de portefeuille chez Adenda Capital. Jean-Martin Haussan a également été consultant indépendant avant d'être impliqué, comme vous le savez, en politique active pendant 5 ans, entre autres comme député à l'Assemblée nationale de 2008 à 2012, mais aussi comme chef de parti de 2011 à 2013. Ces engagements incluent la participation à plusieurs conseils d'administration d'organismes à but non lucratif. Bienvenue, M. Haussan, à l'Université Laval. M. Karel Méran. M. Méran est actuellement directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec et de l'Atlantique, ainsi que président de Réalité climatique Canada, organisme fondé par Al Gore. Blogueur régulier du Huffington Post, il siège également au conseil d'administration du Centre québécois du droit de l'environnement et de la Fondation Les Cowboys fringants. Et oui. Avant de se joindre à la Fondation en 2008, il a conseillé plusieurs agences internationales, de même que Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, comme nous le savons tous, sur les enjeux de mondialisation et d'environnement pendant plus d'une décennie. Il a été cofondateur du Centre international Unisphera en 2002 et il a créé en 2005 le programme de compensation des gaz à effet de serre planétaire. Karel Méran est l'auteur du livre « Une voix pour la Terre », publié aux éditions du Boréal. Il est aussi co-auteur du manifeste pour un élan global et de Governing Global Desertification aux éditions Ashgate Aldershot. Il a été boursier Action Canada 2005 et finaliste au concours Arista en 2008 à titre d'entrepreneur socialement responsable de l'année au Québec. Bienvenue à l'Université Laval, M. Méran aussi. Et finalement, M. Éric Bose. Éric Bose est un ingénieur forestier. Il a obtenu en 1989 un doctorat de l'Université de New York et de l'Université de Syracuse en écologie. Recruté très tôt comme professeur à l'Université Laval, il met sur pied le laboratoire d'entomologie forestière. Éric Bose combine à ses fonctions de professeur celles d'administrateur et de gestionnaire universitaire. De 1998 à 2007, il est vice-président à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et directeur des programmes d'études au cycle supérieur.
Depuis 2007, il occupe le poste de vice-recteur exécutif et au développement de l'Université Laval. M. Beauce siège à de nombreux conseils d'administration, dont ceux de l'Institut Malais, de la Fondation de l'Université Laval, du club de football Rouge et Or, excusez-moi, et du Parc technologique du Québec métropolitain. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs prix et distinctions et a été nommé en 2015 ingénieur forestier de l'année par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Bienvenue chez vous, M. Beauce. Donc, chers conférenciers, pour reprendre la question initiale, comment les universités, notre université, peuvent-elles, selon vous, devenir des leaders pour le développement durable, voire régénérateurs de nos sociétés, ou en plus court, comment ou qu'est-ce que il devrait faire l'université pour parvenir à un véritable développement durable? Donc, j'inviterai pour commencer la discussion M. Beauce à venir prendre le train, afin d'offrir une vision du développement plus local, pour ensuite ouvrir plus largement la discussion à l'échelle sociale avec M. Méran et M. Hosson. Ça vous convient? Oui. Donc, pendant que M. Beauce monte sur scène, n'est-ce pas? Je vous rappelle que nos conférenciers présenteront tour à tour, donc en rafale, 3 fois 15 minutes, et qu'on aura par la suite une période de questions de 45 minutes, où la salle et aussi les gens qui sont en ligne pourront poser des questions. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de développement durable, parler dans un contexte la structure, un peu ce qu'on a fait depuis les 10 dernières années, comment on a mis en place un processus pour implanter le développement durable à l'Université Laval et regarder un peu devant quelques pistes pour l'avenir. On va commencer par le point de départ, d'où ça part tout ça. En fait, tout ça part d'une grande phrase d'un grand petit homme, je dirais, M. Gandhi, qui disait « Il faut apprendre à vivre plus simplement pour que les générations futures puissent simplement vivre ». C'est le point de départ du développement durable. Après lui, ça c'est dans les années 50 qu'il a lancé ça comme ça. Il y a eu Brundtland, il y a eu toutes sortes de commissions, etc. Mais l'essence même du développement durable, on la retrouve dans cette phrase. Et c'est une phrase évidemment qui est très inspirante. Ce qui nous a amené à regarder à l'intérieur de notre mission un objectif commun, de mettre en place un objectif commun et un engagement collectif qui se rattache un peu à la vision de Brundtland, c'est-à-dire d'améliorer et d'assurer la pérennité de la qualité de vie des individus et des communautés et des populations. Alors, comment on le fait? Premièrement, se positionner sur une vision où on tente de créer un équilibre entre le mode de vie des gens, leur milieu de vie et leur niveau de vie. C'est cet équilibre-là, des efforts équilibrés dans chacune des composantes, qui vient créer cette qualité de vie, qui vient créer le cercle que vous avez autour du schéma, qui en fait, ce cercle-là, c'est un petit peu le résultat de tout ça, c'est notre culture. C'est nos façons de faire, c'est nos façons d'être, c'est nos façons d'interagir ensemble qui, finalement, sont conditionnées par le développement durable, cette philosophie de développement durable. Maintenant, pour faire ça, une fois qu'on dit, bon, voici où on s'en va, ça prend un processus. On a 60 000 personnes sur notre campus, un gigantesque, un super beau banc d'essai. Comment on structure ces choses-là pour créer cet engagement, créer ce mouvement, partir la roue du développement durable? La première chose, ça prend des ressources. Alors, on a créé un fonds de développement durable parce que sur un campus universitaire, vous le savez, il y en a plein d'idées, mais ça prend des ressources pour pouvoir partir tout ça. Un fonds de développement durable qui, en passant aujourd'hui, est durable parce qu'avec les économies d'énergie récurrentes qu'on a fait, on alimente de façon durable maintenant ce fonds. Une structure de concertation. Pourquoi une structure de concertation? La concertation, évidemment, implique la participation aux décisions. Le développement durable, c'est un système qui fonctionne par la base, donc il faut partir dans un premier temps une structure de concertation qui est composée d'une table de concertation où tous les acteurs sont représentés. Notre Institut EDS qui organise cet événement aujourd'hui, qui est ce forum où bouillonne un paquet d'idées et où sortent un paquet d'idées. Un réseau des répondants locaux pour bien ancrer le processus au niveau des unités pour s'assurer que le tout parte et retourne à la base. Et un comité conseil sur l'offre de formation parce que notre mission, évidemment, c'est de former des gens. Donc, c'est important de l'avoir dans un cadre de structure aussi académique. Troisième point, un portail web institutionnel pour assurer la fluidité, la transparence des informations. Une politique institutionnelle. Pourquoi une politique?
pour assurer la cohérence des actions. À travers une multitude d'acteurs, une multitude d'actions, ça prend une certaine cohérence. Il faut s'assurer qu'il y a un respect de la mission, un respect des valeurs, un respect des politiques. Et tout ce que je viens de dire, ça ne sert absolument à rien s'il n'y a pas d'action. Donc, le 5e élément est fondamental, les plans d'action, avec des cibles, avec des indicateurs qui nous permettent de se repositionner à mesure qu'on avance dans les différentes initiatives d'innovation en développement durable. Finalement, diffuser l'information et valoriser les acteurs, ce qui est fondamental. Si on veut mettre les gens en action, si on veut qu'on continue à ce qu'ils soient en action, il faut les valoriser. Alors ça vous donne une idée du processus, un processus qui s'est inscrit à travers 10 axes. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir des centaines d'axes parce qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Il y a une dizaine d'axes. Évidemment, ça touche la formation, la recherche, la gouvernance, la lutte au changement climatique, les déplacements durables, les achats, bon, je vais en reparler tout à l'heure, c'est très important, les infrastructures, les habitudes de vie, l'engagement social, la culture et notre milieu de vie. Alors, tout s'inscrit à l'intérieur de ces 10 axes. Quelques retombées, quelques perspectives. Quand on regarde au niveau de la formation, en termes de bilan, bon, on a à peu près 325 cours, 75 programmes qui sont tagués en latin développement durable. Il faut comprendre qu'on en a 500 programmes à l'université, donc on a un bout de chemin de fait, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. On a des profils en développement durable, des certificats, des bacs où le développement durable est intégré, des certificats qui sont complètement en ligne. On a beaucoup de choses comme ça et il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là au niveau de la formation. Perspective, augmenter le nombre de cours et de programmes, mondialiser l'accès à la connaissance par la formation en ligne. Pourquoi mondialiser l'accès à la connaissance? On est chanceux de vivre dans un pays, on est chanceux de vivre dans une société où on a accès à la connaissance. Le développement durable, c'est une affaire de planète, c'est une affaire de civilisation. La chance qu'on a d'avoir toutes ces connaissances-là, par notre technologie, on a la possibilité de pouvoir la partager avec les autres. C'est sûr que si on développe un paquet d'affaires, puis un paquet de gestes, puis qu'on les pose dans nos pays, etc., mais qu'on n'implique pas le restant de la planète, je ne pense pas qu'on va y arriver à faire du développement durable. Alors ça fait partie de la mission de l'université, de pouvoir propager tout ça et diffuser cette connaissance, et on a maintenant les technologies pour le faire. C'est une des raisons pourquoi on a investi 100 millions de dollars en technologie à l'Université Laval dans les dernières années, pour se donner cette capacité de diffuser ces connaissances à travers la planète. Là, on parle de donner l'accès dans l'espace, il faut le donner aussi dans le temps, par la formation continue. Les gens sont formés à l'Université Laval, sont formés dans les universités, système d'éducation, mais une fois qu'ils arrivent sur le marché, il faut continuer à avoir accès, il faut continuer à leur donner l'information, donc aussi dans le temps. Recherche et création, près de la moitié de nos chaires de recherche et d'enseignement maintenant abordent des aspects de développement durable. C'est 91 chaires, à peu près 50% de nos chaires. 2 grands projets en termes de perspective. Vous savez que le développement durable, ça marche par la transdisciplinarité, par les interfaces, par les chocs entre les disciplines. On a 2 grands projets qui vont être mis en place. L'Alliance Santé durable, pour le mieux-être des populations, par l'approche transdisciplinaire. On parle de 3500 chercheurs et professionnels de la région de Québec, 800 professeurs, 10 facultés qui sont impliqués à l'intérieur de ce gros projet de transdisciplinarité pour le mieux-être des populations et la santé durable des populations. Le Nord durable, le développement du Nord, plus de 150 chercheurs, utilisation responsable et durable des ressources, santé durable des populations, on voit qu'il y a un lien entre ces grandes initiatives où il va y avoir des zones de convergence. Ces 2 exemples, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres parce qu'il se fait quand même beaucoup de recherches. Il y a 1300 professeurs à l'Université Laval qui font des recherches, mais ce n'est pas nécessairement l'objet de notre rencontre de faire toute une liste de choses. Je vous donne quelques petits points. Au niveau des opérations, montrer l'exemple. Il y a des choses qui peuvent être faites sur un campus, à l'échelle à laquelle on travaille, on les teste, et si ça marche, et si on développe des nouvelles façons innovantes, on les transfère dans la société. L'exemple, au niveau de la lutte au changement climatique, la carboneutralité. C'est sûr que la première fois qu'on a parlé de carboneutralité, on nous a traité un petit peu de rêveurs. Voyons, carboneutralité d'un gros campus comme ça. Ben oui, c'est possible. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire, c'est possible de réduire nos émissions, c'est possible d'avoir des programmes de compensation qui ont différentes facettes, qui vont sur des nouvelles façons d'aménager les forêts, la construction en bois et les changements de comportement. Les changements de comportement, il y a un projet qu'on a qui contribue à fixer du GES, où c'est les enfants
qui changent le comportement de leurs parents. Et ça génère du carbone qu'on utilise dans notre bilan. Alors, il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être faites de ce côté-là. Et en termes de perspective, pourquoi ne pas viser la carbonégativité? On est rendu à un stade sur notre planète, on a vu les chiffres récemment qui sont sortis sur la quantité de CO2, de gaz à effet de serre qu'il y a sur notre planète. C'est pas tout de les réduire, les émissions. Je crois que physiquement, d'un point de vue, je suis un écologiste, il va falloir baisser ce CO2. C'est pas tout de maintenir, d'arrêter, ça augmente. Là. Il faut qu'on travaille à le baisser. Et pourquoi ne pas partir de la carbonégativité pour réduire le problème plutôt qu'empêcher qu'il grossisse? Il est déjà pas mal gros et on commence à voir les conséquences. Dans les opérations, toujours en banc d'essai, quand on parle de développement durable, on ne parle pas juste d'environnement, on parle de marché, on parle de dignité humaine. Au niveau des achats, consommation, on met en place des critères de durabilité. 41% de nos produits, il faut comprendre que sur un budget d'1 milliard de dollars, on achète 360 millions de biens et de services. Et 41% de nos produits sont achetés selon des critères de durabilité. Je vous donne un exemple, les ordinateurs, avec la norme EPEAT, ça nous permet d'économiser 2,2 millions de kilowattheures d'énergie sur la durée de vie des appareils. Il y a plein de choses comme ça qu'on est capable de faire, qui existent, il s'agit juste de les mettre en place. 48% de nos fournisseurs travaillent selon des critères de durabilité et sont certifiés. Et ça, c'est important parce que c'est tout l'aspect du moteur des ressources, du moteur de l'économie, de la structure économique mondiale. Et il faut aborder ce genre de choses-là. Les placements, c'est un dossier qui est très important. Où on met notre argent? Qu'est-ce qu'on favorise dans nos placements? Dans notre fiducie globale, on a à peu près 178 millions de dollars. On les place. Nos gestionnaires de placement doivent adhérer au principe d'investissement responsable de l'ONU. Ça, c'est très important. Et il faut que tout ça s'étende à travers la planète pour respecter ces principes-là. En termes de perspective, augmentation des pourcentages d'achat, de placement et de placement responsable, inclusion des partenaires de l'économie sociale, l'économie solidaire à l'intérieur de nos achats, à l'intérieur de nos processus, pour arriver à faire la boucle. Exemple de retombées encore au niveau banc d'essai, je vais donner juste quelques exemples. Le programme de compensation volontaire. C'est un programme très simple. Quand vous venez sur le campus, quand les gens viennent sur le campus, ils peuvent ajouter un peu d'argent sur leur vignette pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. On a calculé qu'en moyenne, c'est 1 tonne de CO2 à peu près qui est émise par les déplacements des gens qui viennent sur le campus, qui viennent travailler, qui viennent étudier sur le campus, pour la modique somme de 17 $. Alors, je fais un peu de publicité. De plus sur le stationnement, on va planter 15 arbres. Et en plus, on double la mise parce qu'on rajoute de l'argent pour faire des projets avec nos étudiants de compensation. Perspective, étendre mon équilibre UL. Mon équilibre UL, c'est 3800 participants, où là, on parle d'alimentation, de saine alimentation, d'activité sportive, de gestion du stress. C'est des éléments de développement durable, c'est des éléments de qualité de vie, de mode de vie des individus. Globalement, je vais finir sur quelques perspectives un peu plus globales dans quel cadre on veut se situer, dans quel cadre on pourrait se situer dans les 10 prochaines années, d'inspirer la société de façon à contribuer à l'utilisation responsable et durable des ressources, la création de richesses, pas juste la création de richesses, mais la répartition équitable de ces richesses. C'est pas tout de la créer, c'est pas tout de la créer de façon équitable et durable, il faut qu'elle soit répartie aussi de façon équitable. Et tout ça c'est une toile de fond qui est fondamentale, qui est la dignité humaine. Je crois que la dignité humaine, ça va avec le développement durable. Et si on veut faire du développement durable, il faut commencer par penser à faire atterrir tout ça en fonction des principes de dignité humaine. Fournir les connaissances aux décideurs, ils en ont bien besoin. Ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, pour bâtir un monde meilleur. Pendant, et comme je le disais précédemment, après la formation universitaire. Les universitaires ont un rôle à jouer, de donner de l'information, divulguer de l'innovation et donner toute cette information à nos décideurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est notre rôle. Et peut-être qu'on ne l'a pas assez fait, ce rôle-là, d'alimenter les décideurs. Forger les attitudes, promouvoir le savoir-faire, le savoir-être, responsable dans toutes les sphères de la société. À chaque année, il y a 10 000 étudiants qui graduent à l'Université Laval. Ces étudiants-là, c'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs qui vont les contaminer la planète de développement durable.
Contribuer à l'économie sociale et solidaire, c'est un des aspects très importants parce que c'est un petit peu le moteur de tout ça. Ça va être l'énergie qui va nous permettre de transformer notre monde pour avoir des attitudes et des façons de faire plus responsables et plus équitables. Et tout ça, évidemment, à travers la promotion des approches transdisciplinaires au service du développement durable, parce que le développement durable, ça ne se fait que par la transdisciplinarité. Ça ne se fait pas par discipline. Et voilà, je mets la table. Il y a un paquet de choses, des défis tout à fait excitants, je dirais. C'est les défis pour les prochaines années, je pense que pour notre communauté, sont aussi excitants que ceux qu'on avait mis en place ensemble en 2007. Merci. J'inviterai M. Carole Méran à venir faire sa présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation à venir m'adresser à vous aujourd'hui. Je vais prendre, en fait, je pense que je vais reprendre beaucoup, peut-être que vous auriez dû parler en dernier parce que je vais vous dire de faire ce que vous faites déjà en partie. Mais ce qu'on n'a pas dit dans ma présentation, c'est que je suis diplômé de l'Université Laval de Relations internationales en 1996. Et juste avant de commencer, j'ai une photo ici de mon autre diplôme, la dernière fois que je l'ai vu. C'est mon diplôme de sciences politiques de l'Université McGill, que j'ai remis le 31 mars dernier à l'Université McGill parce que, avec les gens de Divest McGill, avec des diplômés de l'université, on a demandé à l'université de sortir des combustibles fossiles. Et on avait demandé à l'université d'annoncer son intention de sortir, ils ne l'ont pas fait. Donc, une trentaine de diplômés, incluant Camille Bouchard et moi, d'ailleurs, Camille a dû racheter son diplôme parce qu'il l'avait perdu. Il a fallu qu'il le fasse réimprimer pour pouvoir le remettre. Et pourquoi? Et puis, je vais vous dire, comme introduction, c'est important parce que pourquoi j'ai décidé à la fin de poser ce geste-là, c'est que l'Université McGill doit avoir un fonds d'1 milliard de dollars au-dessus. Je ne sais pas combien ils sont rendus. Et s'ils maintiennent leurs actifs dans les combustibles fossiles, de deux choses l'une. Soit qu'ils nient la science du climat, puis ils disent on peut continuer d'investir, d'ajouter plus d'infrastructures de combustibles fossiles, même si on sait maintenant que c'est impossible, parce que si on fait ça, on condamne le climat mondial. Ou l'autre chose, c'est ils comprennent, ils acceptent la science, parce que quand même c'est une université, mais au plan éthique, ils font le choix de parier contre la sauvegarde du climat. Et au plan éthique, ce n'est pas une position qui est acceptable de la part d'une université. Et donc j'ai remis mon diplôme. C'est vous montrer à quel point le monde change rapidement. Les actifs de charbon, d'ailleurs, s'ils avaient désinvesti, ils auraient perdu moins d'argent parce que les actifs de charbon, entre autres choses, ont perdu quelque chose comme 90 à 95 % de leur valeur depuis 3 ou 4 ans. Le monde change très, très vite. Et les universités ont non seulement la responsabilité d'être des phares, autant au plan scientifique, au plan éthique, de là où on doit s'en aller, ils ont aussi la possibilité de créer l'avenir qu'on a besoin, qu'on est forcé de créer. On dit souvent la nécessité, la mère de toutes les inventions. On entre dans une période de nécessité très grande et donc, plus que jamais, on va avoir besoin des universités. Et la force de l'espèce humaine, puis je ne pense pas que j'ai besoin de le rappeler ici, c'est un organe qu'on a à l'intérieur de notre crâne qui s'appelle le cerveau, qui fait que plus que les autres espèces, en fait, on est la seule espèce animale qui est capable de créer son propre avenir, de prévoir l'avenir et donc de le modifier en fonction de nos besoins. Et donc, tout ça est question de choix, autant que question de technologie, tout ça. Donc, je vais vous faire un petit... un survol rapide de notre biosphère et de quelle façon, en ce moment, on est en train de transformer... Non, on a transformé de façon fondamentale notre relation avec la biosphère. Si on prenait la planète Terre, donc la biosphère à l'échelle d'un ballon de basketball, donc la planète Terre, la biosphère, donc toutes les espèces vivantes sur Terre, une trentaine de millions d'espèces animales, végétales, c'est pas plus qu'une couche de vernis qu'on mettrait avec un pinceau. Donc, ça paraît très, très riche, la nature qui nous entoure, toutes les espèces.
On oublie souvent qu'on fait partie de cet écosystème ou de cette biosphère-là globale. Mais en même temps, quand on le pense comme ça, on se rend compte à quel point c'est fragile. Et on a transformé la manière dont on interagit avec notre environnement, d'abord par l'augmentation de la population. Notre espèce apparaît il y a 150 000 ans, grosso modo, et pendant 130 000 ans, on est des nomades. On se promène en petites bandes, puis on est là dans une époque où il y a des mammouths, puis des tigres à dents de sable grandes de même, des choses comme ça. C'est un autre monde complètement. Il y a 20 000 ans, on maîtrise l'agriculture, puis on commence les premières civilisations, les premières cités, les premières formes d'organisation politique plus sophistiquées, seulement il y a 20 000 ans. Il y a 200 ans, on découvre le charbon, le gaz naturel, le pétrole, et on commence l'industrialisation. Puis avec la révolution industrielle, regardez ce qui arrive avec notre population. On passe de... Quand Christophe Colomb arrive en Amérique, on est 500 millions d'êtres humains. En 1867, on est 1 milliard d'êtres humains, donc à la Fondation du Canada. Donc ça a pris à peu près 400 ans pour doubler de 500 millions à 1 milliard. Ça prend un peu moins de 100 ans ensuite pour doubler de 1 milliard à 2 milliards, puis ensuite, en l'espace d'une seule vie humaine, on passe de 2 milliards à 7 milliards, plus de 7 milliards de personnes aujourd'hui sur Terre. Souvent, on nous dit qu'on a un problème de population. C'est en partie vrai, parce qu'on est beaucoup plus nombreux. En fait, l'être humain serait, et il y a un débat là-dessus, encore scientifique, l'être humain serait devenu l'espèce de mammifère la plus nombreuse. La seule autre espèce de mammifère qui pourrait être plus nombreuse que nous, ce sont les rats et les souris. Mais alors, il y a des débats scientifiques encore là-dessus. Il a fallu que j'aille vérifier mes sources à l'Encyclopédie Britannica parce que la dernière fois, quelqu'un m'a challengé là-dessus. Donc, mais juste de penser qu'on a réussi ce tour de force-là de devenir un animal, habituellement, plus un animal est gros, moins il y en a. Il y a moins d'éléphants que de fourmis sur Terre. L'être humain est un animal quand même relativement de bonne taille et a réussi à atteindre 7-8 milliards d'habitants bientôt et on s'entend à plafonner autour de 9 milliards. C'est pas seulement qu'on est plus nombreux, c'est qu'on consomme plus aussi. Les gens des pays développés comme le nôtre, on consomme beaucoup plus qu'il y a une génération. Il y a une génération, il y avait une télé par maison. Aujourd'hui, c'est 3 puis c'est 4. Puis il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas 3 autos ou 4 autos dans chaque entrée. Puis les maisons étaient plus petites. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en Chine, en Inde, il y a des gens qui mangeaient un bol de riz par jour, qui aujourd'hui mangent de la viande, ont des voitures, ont des maisons. On consomme de façon... Alors, il y a une croissance exponentielle de notre utilisation des ressources, du fait de notre population qui augmente et de notre consommation aussi. Je vous dis, on s'est industrialisé et évidemment, l'impact de ça, c'est l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce que vous voyez ici, en blanc, c'est la température moyenne sur Terre depuis 800 000 ans. Et en bleu, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère sur la même période. Puis j'ai montré ce graphique-là à des enfants de 3 ans, puis ils l'ont compris. Mais apparemment, les climato-sceptiques, eux, ne sont pas capables de voir ce que tout le monde voit, c'est que les deux courbes vont ensemble. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il fait chaud, moins il y a de CO2 et plus il fait froid. Et c'est très, très significatif parce qu'entre un point comme ici et celui-là, la différence, c'est 2 km de glace par-dessus nos têtes. Ce sont les aires glaciaires. Alors, si je vous dis qu'entre ça et ça, c'est 2 km de glace, bien, au début de l'ère industrielle, on est ici et maintenant, on est rendu ici. Et si on continue, on s'enligne là. Ça, c'est le scénario où on ne fait rien. On fait simplement continuer d'exploiter les réserves de pétrole, de gaz et de charbon qu'on a et de les brûler. Il y a personne en ce moment qui est en mesure de pouvoir affirmer avec certitude que notre espèce peut survivre à un monde qui ressemblerait à ça. Et ce monde-là, c'est durant le présent siècle. Donc, on est en 2015, dans 85 ans, on s'enligne là-dessus. En fait, on est déjà près des seuils où on pense que le climat va se dérégler de manière irréversible. On est rendu à 1 degré de réchauffement sur l'ensemble de la planète, puis très bientôt, on va avoir mis suffisamment d'énergie dans l'atmosphère pour se rendre aux 2 degrés de réchauffement et plus. C'est important aussi dans notre relation avec notre environnement. Dernière chose, on a amorcé la 6e extinction massive d'espèces dans l'histoire de la planète. La 5e, vous la connaissez tous,
c'est quand les dinosaures sont disparus parce qu'un météorite est tombé sur Terre et puis qu'il y aurait eu tellement de poussière que la nourriture des dinosaures la végétation est disparue, puis les plus gros animaux qui étaient moins efficaces dans l'utilisation de l'énergie sont disparus. C'est un peu drôle parce qu'aujourd'hui, nous aussi, on est un animal qui est très peu efficace dans l'utilisation de l'énergie et qui risque de disparaître à cause de son utilisation inefficace. Mais on pense qu'on est en train de perdre la moitié des espèces animales et végétales sur Terre, notamment par la destruction de l'habitat, mais aussi maintenant par les impacts des changements climatiques. Donc, c'est pas tout rose ce qui se passe, tellement que The Economist, en 2011, je l'avais mis pour toi, celle-là, Jean-Martin, avait titré « Bienvenue dans l'Anthropocène, la nouvelle ère géologique récente de l'homme ». L'être humain est devenu une force géologique qui transforme la planète comme les volcans, la dérive des continents, des choses comme ça. Et pendant un certain temps, c'était débattu, mais il y a à peu près un mois et demi, la Commission géologique mondiale s'est réunie et a nommé l'ère géologique de l'Anthropocène. On a, par notre puissance, créé une nouvelle ère géologique. Puis je vous dis, souvenez-vous-en, parce que la dernière fois dans votre vie que vous allez voir un changement d'ère géologique, parce que normalement, c'est à peu près aux 10 000 ans ou plus que ça se produit, une chose comme ça. Donc, changement très important. Notre empreinte écologique, vous le savez qu'on consomme plus de ressources annuellement que ce que la planète peut produire. Et donc, on est en train d'épuiser le capital. Et on ne vit plus simplement sur le fruit du capital que la planète nous fournit. Et donc, on s'appauvrit. Ce qu'on appelle la croissance économique en ce moment, c'est un appauvrissement inexorable et en grande partie irrécupérable du capital dont on a besoin pour se développer dans l'avenir. Et ça continue. Cette année, le jour du dépassement, c'était quelque chose comme le 9 août, alors qu'il y a peut-être une décennie, le jour du dépassement, donc la journée où on a consommé toutes les ressources sur Terre puis on commence à vivre à crédit, c'était plutôt quelque chose comme en octobre. Alors, il y a un problème là aussi. La dernière fois qu'on était en équilibre, je n'étais pas né. Et ça pose toute la question qui est très importante, et je vais vous faire un petit jeu. Si je prends une éprouvette et je mets dans l'éprouvette une bactérie, puis je vous dis que je mets de la nourriture pour que les bactéries se multiplient, se reproduisent pendant un cycle d'1 heure. Ça va bien jusque-là? Les bactéries se reproduisent, ils se doublent, ça se double à toutes les minutes. Donc, au début, minute 1, il y a une bactérie, ensuite 2, 4, 8, 16, 32, une croissance exponentielle. Si ça double à chaque minute, à quel moment est-ce que la bactérie, l'éprouvette est à moitié pleine? Ça double à chaque minute. C'est une question piège. À la minute 59, c'est à moitié plein. À la minute 60, ça double, c'est plein. Vous me suivez? À la minute 58, c'est plein au quart. À la minute 57, c'est plein au huitième. À la minute 57, quelqu'un dit, un peu comme le Club de Rome l'a fait il y a 40 ans, « Écoutez, on arrive au bout de nos ressources, on va tous mourir. » Là, tout le monde dit, « Bien voyons, il nous reste 87,5 % de notre éprouvette à exploiter encore. On va aller l'exploiter, il n'y a pas de problème. » Minute 58, minute 59, ils arrivent à minute 59, ils voient qu'ils sont à 50 %, et là, tout d'un coup, ils réalisent qu'au taux de croissance qu'ils ont, il leur reste 1 minute. Mais ils sont très, très brillants, ils créent 3 autres éprouvettes, comme si on pouvait photocopier la planète Terre. Et là, combien de minutes ça leur achète 3 éprouvettes de plus? 2 minutes. Minute 61, boum, ils ont rempli la 2e éprouvette. Puis ensuite, ça double encore, minute 62, c'est plein, les 4 éprouvettes. Alors, la question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce qu'une croissance exponentielle est possible dans un système fermé? La biosphère, elle est limitée dans l'espace, dans la capacité qu'elle a de produire des ressources. Et notre économie, je l'ai calculée, elle a été multipliée par 19 depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pose la question, moi, puis je n'ai pas la réponse, combien de fois encore est-ce qu'on peut la doubler avant d'arriver aux limites? Et mon hypothèse, c'est qu'on arrive très bientôt aux limites. Et ça va nous forcer à faire les choses différemment. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est sur le bord du précipice et qu'on va tomber, parce qu'on est quand même une espèce qui est capable d'innover. Ça m'amène à terminer sur ce que je vois qui sont les grands défis, ou certains des grands défis au 21e siècle, et là où l'université peut nous aider à inventer les solutions. Si on s'en va vers une ère de rareté de plus en plus grande, une ère de choc climatique, ça nous prend des villes et des sociétés qui sont de plus en plus résilientes,
qui sont capables d'absorber des chocs multiples puis de rester ensemble. Et ce n'est pas juste une résilience technologique, c'est une résilience sociale. Il faut réinventer nos modes de production, parce qu'en ce moment, on a des modes de production où on extrait, on transforme, on consomme et on jette. Aller plus vers des modes circulaires. Dans la nature, il n'y a rien qui se perd. Tout est réutilisé quelque part et il faut s'inspirer de ça. Il faut transformer les fondements de notre économie, parler de décroissance ou de croissance nulle. En anglais, ils disent « steady state economics », c'est-à-dire une économie qui n'a pas besoin pour se maintenir d'avoir des taux de croissance à 3, 4 ou à 5 %, mais qui est capable de subvenir aux besoins de tous en ayant une croissance. Soit dit en passant, hein, les historiens de l'économie vont vous confirmer que dans l'histoire humaine, l'économie a cru à peu près à 1 % par année. Ça a suivi pas mal le taux de croissance de la population. Les taux de croissance à 3, 4, 5 % qu'on a eu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est inédit dans l'histoire humaine. Et donc, revenir à des croissances économiques moins fortes, c'est pas non plus quelque chose, pas l'effondrement. Il faut redistribuer la richesse. Si tout d'un coup, on n'a plus des croissances économiques très élevées, la promesse qu'on nous fait en ce moment de dire bien, chacun va voir, avec la croissance économique, son niveau de vie augmenter, même si Bill Gates prend 99 % de la croissance économique, le met dans ses poches, c'est pas grave parce que le 1 % qui reste va tous nous enrichir. Mais si on n'a plus de croissance ou presque plus de croissance, et là, à ce moment-là, peut-être qu'on va vouloir aller voir combien d'argent il y a dans les poches de Bill Gates. Et c'est pas, encore là, une question de partir une révolution mondiale, c'est une question de à quoi sert la croissance, comment les fruits de la croissance sont répartis. Puis pensez-y, si on répartit inéquitablement les fruits de la croissance, on est obligé de produire plus, donc de gaspiller plus de ressources pour arriver à répondre aux besoins les mêmes. Et donc, il va falloir se questionner sur qu'est-ce qui est un besoin et qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre du besoin et comment redistribuer les fruits de la croissance. Finalement, réformer nos institutions politiques et démocratiques. La question fondamentale, je vais vous la poser de façon très ésotérique, là, mais qui parle pour l'espèce? Il n'y a pas de président global ou de présidente globale. Les Nations unies, ça fonctionne plus ou moins. On a vu ce que ça a pris pour arriver à l'accord de Paris. De plus en plus, nos défis, autant localement, on a une économie mondialisée, mais on a des systèmes politiques qui ne sont pas capables nécessairement d'avoir un contrôle là-dessus. Et trouver les solutions, on voit comment c'est difficile par des accords avec 200 pays. Construire ces institutions-là de l'avenir, ça aussi, ça va être important. Donc, il y en a vraiment pour toutes. Ce que je voulais montrer, c'est qu'il y en a pour toutes les disciplines. Il y en a pour la transdisciplinarité aussi. Mais il y a beaucoup de choses à inventer en ce moment. Et ce n'est pas uniquement le moteur électrique qu'il faut inventer. En fait, il faut réinventer la manière dont on fait les choses dans à peu près tous les secteurs. Et c'est là-dessus que j'espère que l'Université Laval va pouvoir apporter une contribution. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. D'abord, merci aussi de prendre le temps d'être ici aujourd'hui, tout le monde. Et je suis assez fier de mon alma mater, en fait. Moi aussi, je suis diplômé d'ici, puis avoir les programmes qui ont été présentés, c'est rassurant et c'est encourageant de voir ça. Et j'ai bien aimé votre citation de Gandhi. Il faut vivre plus simplement pour que ceux qui nous suivent puissent simplement vivre. Il y en avait une autre qui était assez bonne, Gandhi aussi. La première fois qu'il était débarqué à Londres pour un voyage semi-diplomatique, un journaliste anglais lui avait demandé qu'est-ce qu'il pensait de la civilisation occidentale. Et Gandhi avait répondu « ce serait une bonne idée ». C'était assez witty. Avant de peut-être réagir un peu aussi à ce qu'on a vu dans les deux autres présentations, j'aimerais juste peut-être poser le portrait de l'économie sociale au Québec, parce qu'on entend de plus en plus parler d'économie sociale, d'entrepreneuriat collectif, mais il y a quand même peu de gens qui savent précisément à quoi ça correspond au Québec. Et ça a été mentionné dans vos deux présentations, l'économie sociale comme une des voies de solution. Donc, l'économie sociale, en gros, c'est très simple, c'est tout ce qui est coopératif ou OBNL, l'organisme à but non lucratif. Donc, c'est des entreprises de développement économique, social et culturel en bonne et due forme, mais dont la forme juridique est plus collective que privée, Inc. ou par action. Et au Québec seulement, l'économie sociale, ça compte pour 40 milliards de chiffre d'affaires dans notre PIB. Donc, c'est à peu près inégalé sur le reste de la planète. On est une des nations les plus avancées sur ce plan-là. Ça a d'ailleurs contribué, à n'en pas douter, au fait qu'on est une des sociétés les plus égalitaires de la planète aussi.
C'est à peu près ici qui fait le mieux vivre en ce moment dans le monde, si on compare un peu partout avec quelques pays scandinaves. Et ce n'est pas étranger au fait qu'on a développé plus que les autres notre économie sociale. Quand je parle de 40 milliards de chiffre d'affaires, c'est plus grand que le secteur aéronautique, c'est plus grand que le secteur de l'automobile, c'est plus grand que le secteur de la construction ou des mines. Donc, c'est vraiment gigantesque au Québec, l'économie sociale. Et j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour la suite des choses, parce qu'à mon avis, c'est vraiment un des contributeurs majeurs à ce qu'il faut faire pour changer le mode de développement économique dont Karel parlait. Je voudrais aussi saluer les politiques d'achat que l'Université Laval va essayer d'orienter un peu plus vers les entreprises d'économie sociale parce que ce sont des entreprises qui sont souvent ignorées dans les grands achats publics, alors qu'elles peuvent non seulement réduire les coûts directs, mais aussi les coûts indirects pour la société. Par exemple, une entreprise d'économie sociale dans un domaine donné qui a un impact collectif plus grand qu'une entreprise privée parce que la richesse est mieux distribuée. En termes de milliards de dollars, c'est dur à calculer, mais un peu plus loin dans le parcours de cette société-là, il y a peut-être des soins de santé qui vont être évités, il y a peut-être de la criminalité qui va avoir été évitée, etc. Donc, si on prend, par exemple, en économie sociale, ça s'applique à tous les secteurs d'activité, mais un des secteurs historiques, c'est par exemple la réinsertion socio-professionnelle ou l'aide à domicile pour les personnes âgées. En coût qu'on épargne pour un système public de santé, ça vaut vraiment une fortune et c'est dur à quantifier. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. J'espère que l'Université Laval pourra contribuer à l'avancement rapide de ces recherches-là, parce que le jour où on pourra faire des appels d'offres qui ne vont pas simplement au plus bas soumissionnaire, mais à l'impact collectif le plus positif, environnemental et social, je pense que les résultats des appels d'offres vont être extrêmement différents, très transformés. Et on va avoir beaucoup d'appels d'offres ou d'offres de services qui vont peut-être coûter un tout petit peu plus cher à la base, sur le plan strictement financier. Mais quand on aura mesuré l'impact environnemental et social de ces appels d'offres-là ou de ces offres-là, on verra que c'est beaucoup plus rentable pour la société au sens large d'y aller avec cette option-là. Donc, la simple option du coût minimum ne devrait pas, en fait, être intelligemment appliquée dans la plupart des cas. Un des vœux que j'ai aussi pour l'Université Laval et les autres universités, c'est le transfert de connaissances. On en a parlé dans la présentation de M. Beauce. Le Québec étant un des phares dans le monde, en fait, dans ce domaine-là, je trouve qu'on a un devoir de communiquer ça au reste de la planète qui pourrait aussi bénéficier des impacts de l'entrepreneuriat collectif et des projets avec une finalité plus collective en tête. Et ça, quand on est à un niveau aussi évolué d'avancement, je pense qu'on a le devoir de le faire et l'Université Laval le fait déjà, j'en suis fort aise. Aussi sur le plan de l'enseignement. Et là, je vais peut-être parler de mon expérience un peu plus personnelle. J'ai passé à peu près 9 ans à l'université, moi, dont 5 ici. En 9 ans d'études en finance et en économie, je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que le modèle d'équilibre général et que les marchés vont tout régler et que si tous, chacun que nous sommes, on pense qu'à notre nombril puis qu'on maximise notre bonheur, par miracle, la main invisible d'Adam Smith, la collectivité va s'en retrouver un optimum de bonheur. On a des preuves empiriques, sinon intellectuelles et philosophiques, on a des preuves empiriques que ça ne fonctionne absolument pas. Dans les deux présentations, au moins celle de Karel, il y avait le 1 qui possède plus que le 99 qui est maintenant une statistique officielle, ce qui est une donnée absolument effarante. J'aime bien dire toujours à la blague que le 1 en 1789, en France, il n'y a pas eu une belle année. Et il ne faudrait pas qu'on en revienne à des événements où la population se rebute et ça mène à des révolutions au moins que tranquilles. Je pense qu'on est isolé de ça au Québec grâce à notre état d'avancement, je dirais. Mais il y a d'autres sociétés dans le monde où les gens, je pense, vont se tanner assez vite de voir les disparités de richesse. Et donc, le fait qu'en toutes ces années-là d'études en économie et en finance, on ne m'a parlé que du modèle d'équilibre général et que les marchés sont le seul régulateur efficace de l'utilisation des ressources et de la distribution des richesses, c'est un non-sens total. Il y a de plus en plus de programmes qui s'attaquent à ça et qui vont parler d'entrepreneuriat collectif, des économistes hétérodoxes qu'on appelle, qui commencent à voir un peu plus large que le simple modèle à la Friedman et compagnie. Il y a des avancées, comme je l'ai dit, qui commencent à se faire, mais il faudrait accélérer ça pour que les étudiants qui sont actuellement sur les bancs d'école à l'université ou au cégep entendent parler d'une économie un peu plus plurielle et qui sachent que l'économie de marché, c'est bon dans certains domaines pour l'innovation. Et je dis tout le temps que l'iPhone ne serait jamais ce qu'il est si c'est un OBNL qui s'était chargé de son développement. Mais ceci dit, d'appliquer le modèle privé de croissance pour la croissance du prix de l'action, d'appliquer ça à toutes les décisions économiques et même sociales d'une société, c'est une recette pour des résultats très négatifs comme on les voit dans le monde. En fait, le 1 qui possède plus que 99 Et même le chiffre le plus effarant, c'est qu'il faut moins de 100 personnes dans le monde, les plus riches, pour équivaloir à la moitié de l'humanité, donc 3,5 milliards de personnes à l'autre bout du spectre. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Ça m'amène aussi à souhaiter que dans les cours d'économie, et là je parle encore de l'Université Laval, les autres aussi, mais un peu qu'on est ici, on va parler de l'Université Laval, qu'on enseigne une différente façon de mesurer la richesse aux étudiants.
trop longtemps, on s'est fié au simple PIB. Donc, on classait les pays par PIB. Le plus grand PIB per capita est le pays le plus riche. Alors que la disparité de richesse n'était absolument pas prise en compte. Et aux États-Unis, par exemple, leur PIB per capita est plus élevé qu'au Québec. Mais quand on regarde les strates de population, 95% des gens ici vivent mieux que 95% des Américains. C'est les disparités de richesse qui sont tellement phénoménales que les milliardaires tirent la moyenne vers le haut, évidemment, et ensuite on l'applique à tout le monde. Karel mentionnait M. Gates. S'il rentrait dans la salle ici, je pense que le revenu moyen augmenterait légèrement, mais on n'aurait pas beaucoup d'effet demain matin dans nos vies concrètes de cette belle moyenne augmentée-là. Et aux États-Unis, quand on observe l'autre extrême de richesse, donc je vous parlais des archimilliardaires, à l'autre extrême, il y a 60 millions d'Américains qui ont besoin de coupons alimentaires de l'État pour manger. Donc, c'est 8 fois la population du Québec, grosso modo. Donc, il y a vraiment un problème de disparité de richesse, si bien que quand on a un indice plus intelligent de mesure de richesse, on se rend compte que le classement change drastiquement sur le plan mondial. Et l'OCDE, qui est un regroupement de pays riches, a même produit un nouvel indice de mesure de richesse qui prend en compte le PIB, parce que ça veut dire quelque chose quelque part, mais qui inclut à ça des critères un peu plus intelligents comme le taux de criminalité qui est très bas, ici par exemple, la vitalité des territoires, l'accessibilité aux soins de santé, le taux de scolarisation. Et quand on prend cette méthode-là pour classer les pays, le Québec, si on le prend sur le plan national, se classe en tête du classement mondial, en fait, avec la Norvège et le Danemark. Donc, la simple mesure du PIB nous classe quand même assez bien parmi les pays riches, mais loin de la tête. Alors qu'une mesure plus intelligente et plus complète nous fait monter de beaucoup dans ce classement-là, en fait, en tête avec les 2 pays scandinaves dont je vous parlais. Et ça, je pense que le jour où on va enseigner plus systématiquement ces choses-là, ça va non seulement motiver les gens à ce que le Québec a quand même eu un modèle qui a réussi, parce qu'on ne l'entend pas tellement ces jours-ci, on veut plutôt s'attaquer au modèle québécois que de le vanter. Mais le Québec a réussi quelque chose que peu de sociétés dans le monde ont réussi, et je pense que c'est grâce, entre autres, au fait qu'on pensait plus collectif. Donc, l'économie sociale était plus présente dans le paysage. On parle aussi beaucoup de croissance économique, et je pense qu'il faut distinguer développement économique de croissance économique. C'est pas vrai qu'on est obligé d'utiliser plus de ressources pour se développer. On peut inventer de nouvelles façons plus intelligentes de récupérer ce qui existe déjà comme extrant de certaines usines ou de certaines industries, pour être un intrant dans une autre activité économique, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer le concept de développement économique ou social du concept de croissance économique qui, lui, était vraiment un concept irresponsable d'utilisation des ressources. Et Karel a très bien montré, toujours fascinant de voir tes présentations, Karel, très bien montré qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans un système fermé quand on pense qu'on peut toujours faire gonfler la bulle. J'aimerais aussi inciter l'Université Laval à informer ses étudiants en administration. J'ai fait administration ici, moi j'ai fait finance, économie, je l'ai fait à Montréal. Donc, dans mon cours de finance ici, quand on sortait de l'école, il y a très peu de gens qui savaient même c'était quoi une coopérative ou un OBNL, donc les entreprises d'économie sociale. Le modèle à l'époque, je le dis semi à la blague, c'était qu'on voulait d'abord devenir millionnaire et ensuite philanthrope. Ça, c'était la façon de redistribuer, de redonner à sa collectivité. Sauf que quand ça prend 25 ans, 30 ans avant de se sentir bien assis sur un magot suffisamment grand, il y en a quand même pendant ce temps-là qui en arrachent un petit peu. Dans une société où on a tout ce qu'il faut pour que personne ne soit laissé pour compte. Donc, inciter les gens, à travers l'enseignement, encore une fois, et à l'enseignement d'un modèle différent, à considérer le modèle coopératif ou le modèle même d'un OBNL pour lancer un projet qui peut se développer de la même façon sans avoir des actionnaires, qui peut même se développer de façon plus démocratique, parce que la gouvernance en économie sociale est plus démocratique que dans les entreprises par action, où c'est une action, un vote. En économie sociale, c'est plus souvent une personne, un vote, ce qui est beaucoup plus démocratique dans son fondement même. Et je pense qu'on a besoin de modèles humains. Je ne fais pas ça pour me pointer, là, je parle humain. On a besoin de modèles pour inspirer les gens qui suivent. Si je vous demandais de nommer des entrepreneurs vedettes au Québec, tout le monde penserait à Alexandre Taillefer, ça c'est sûr, donc ça c'est réglé. Mais tous les autres noms qui vous viendraient à l'esprit, ce sont, j'en suis à peu près persuadé, des entrepreneurs privés, qui sont devenus riches, qui ont du succès, qui l'ont sans doute mérité dans bien des cas. Mais personne n'aurait à l'esprit un exemple ou une idée d'un homme ou d'une femme qui a créé des coopératives et des OBNL et qui a, par exemple, sauvé un village entier, revitalisé le quartier d'une grande ville, fait baisser le taux de décrochage scolaire dans une collectivité au complet par un projet culturel ou artistique. Et ces gens-là, il faut qu'on les connaisse mieux et que ça inspire les jeunes qui suivent, parce que je pense qu'on est une espèce, pour utiliser ton langage, une espèce qui est plus facilement inspirée que forcée à faire quelque chose. C'est beaucoup plus productif comme mode de suite, disons. Et il manque de modèles en entrepreneuriat autres que l'entrepreneuriat privé qui vise à devenir le plus riche possible, le plus vite possible et d'exporter dans 102 pays pour dire qu'on a réussi.
Autre facteur aussi sur lequel l'Université Laval peut avoir un rôle fondamental à jouer, c'est tout ce qui est innovation sociale et mesure d'impact social. J'en parlais tantôt dans le cadre des appels d'offres. L'innovation sociale est pas mal un concept en vogue en ce moment, donc c'est la partie d'innovation qui a trait à autre chose que la technologie ou le plan purement technique. Les CPE en sont un exemple. Le réseau des CPE au Québec fait l'envie du monde entier. Ce qu'on est en train d'en faire, c'est une autre question. C'est étrange que les autres pays viennent observer ce que les CPE sont pour leur produire chez eux, pendant qu'ici, on semble être en train de l'affaiblir, ce réseau-là. Mais bref, les CPE sont un exemple d'innovation sociale qui a mené un développement économique extrêmement porteur au Québec. Non seulement pour la participation des femmes au marché du travail, mais pour sortir des familles de la pauvreté, par exemple, et donner à des enfants une base meilleure pour la suite du cursus scolaire. Donc, c'est le genre d'innovation sociale qui vaut une fortune pour une société, mais dont les impacts sont difficilement mesurables à tous les égards. On peut calculer le nombre de femmes additionnelles sur le marché du travail, par exemple, mais le véritable impact social en termes de coûts épargnés, en criminalité plus basse, etc., il faut en arriver à pouvoir mesurer ça, et les universitaires ont un rôle fondamental à jouer là-dedans. Et encore une fois, on pourra mieux diriger nos politiques publiques et savoir dans quoi investir pour l'impact collectif maximal, le jour où on aura développé ces secteurs-là. Et en terminant, je voudrais peut-être mentionner pourquoi j'ai immensément d'espoir envers l'économie sociale pour la suite des choses, que je préfère appeler entrepreneuriat collectif pour ne pas avoir besoin d'expliquer qu'économie sociale ne veut pas dire aide sociale. Parce que la plupart des gens font le lien tout de suite avec le mot social, pensent que c'est de la lutte à la pauvreté, l'économie sociale, alors que, comme je vous le disais, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires, c'est un domaine immense au Québec qui s'applique à tous les secteurs d'activité. On a développé une coopérative de programmeurs de jeux vidéo récemment qui est de l'économie sociale, donc on est loin du communautaire quand même. Donc ça s'applique à tous les types ou tous les secteurs d'activité. Donc, comme je le disais, mon espoir en économie sociale réside dans le fait que les deux grands mouvements, si on peut parler de deux grands mouvements globaux en ce moment qui sont partout et dans tous les discours dans le monde, il y a premièrement le problème des inégalités de richesse, donc sur le plan un peu plus économique, et le développement durable ou l'économie circulaire, qui est un problème que la planète entière est en train de considérer en ce moment. Et l'économie sociale est naturellement reliée à ces deux facteurs-là. Sur le plan des inégalités de la richesse et de la mauvaise répartition de la richesse créée, l'économie sociale étant un projet collectif qui souvent est identifié par les collectivités et développé par les collectivités, quand par exemple il y a des profits dans une OBNL ou ce qu'on appelle plus des surplus, ils doivent être réinvestis dans la mission de l'entreprise à travers de nouveaux services ou de meilleurs services. Et donc la richesse créée découle, du projet découle une richesse créée qui est répartie collectivement, automatiquement dans le projet. Contrairement à des actionnaires qui pourraient se diviser la tarte du gâteau, les points de la tarte plutôt. Et donc, sur le plan économique, il y a un impact automatique de l'économie sociale sur une meilleure répartition des richesses. Sur le plan du développement durable, si on prend les trois sphères qu'on a vues dans vos présentations, M. Beauce, l'économie, le social et l'environnemental, sur le plan économique, tout d'abord, les entreprises d'économie sociale doivent être rentables, sinon elles cessent leurs activités, comme n'importe quelle entreprise. Sur le plan social, comme le projet provient des collectivités la plupart du temps, les collectivités elles-mêmes, l'acceptabilité sociale est plus souvent qu'autrement au rendez-vous dès l'initiation du projet. Et sur le plan de l'environnement, c'est très rare qu'une collectivité va elle-même scraper en bon français son environnement là où elle vit le lendemain matin. Contrairement à certains projets de multinationales qui, lorsque le projet est terminé, s'en vont, laissent un site et ne le reverront plus jamais. Donc, le fait que les collectivités vivent au sein même de l'environnement où le projet a lieu, ça amène aussi une notion ou une conscience plus grande de l'impact environnemental des projets. Donc, pour ces deux raisons-là, moi, je pense que l'économie sociale, sans être une panacée qui va tout régler, fait grandement partie de la solution. Et je pense que le Québec, on devrait être extrêmement fiers de ce qu'on a accompli collectivement, entre autres grâce à la grande présence de l'économie sociale dans nos activités économiques et culturelles et sociales. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour la suite des choses. Et encore une fois, je pense que les universités, par la formation qu'elles donnent aux prochains élus, prochains entrepreneurs, prochains tout, ont un rôle fondamental à jouer là-dedans. Donc, merci beaucoup pour vos programmes à l'université et merci beaucoup tout le monde d'être ici encore. Alors, merci beaucoup à nos trois conférenciers. Certainement que ce sont trois présentations très, très inspirantes et inspirées. Et si je comprends bien, vous nous invitez, nous les universitaires, à adopter cette attitude très inspirée pour faire un développement novateur, mais en respectant l'équité sociale, bien entendu. Et pour M. Mirand, dans les limites de l'environnement, on a compris que cette question de besoins et limites est très importante. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez venir me rejoindre ici à l'avant.
et on va procéder à la période de questions. Ma question s'adresse surtout à M. Beauce. Vous avez parlé, en fait, dans votre présentation, je trouve ça intéressant, je ne savais pas que, en fait, comment ça marche à l'Université Laval? L'Université Laval et la Fondation de l'Université Laval, vos fonds, en fait, d'investissement dans des actions, des obligations d'entreprise, se fait à travers la fiducie globale de placement de l'Université Laval. Et je sais qu'elle est gérée par des gestionnaires, en fait, externes à l'Université Laval. Et je trouve ça intéressant, en fait, de savoir que ces fonds-là doivent adhérer aux principes de l'ONU, comme vous l'avez mentionné. Cependant, un petit bémol, c'est que ces principes-là, en fait, comment ils fonctionnent, c'est que c'est pas nécessairement qu'ils dictent aux gestionnaires de ne pas investir dans certaines compagnies, par exemple des compagnies d'énergie fossile. C'est seulement qu'ils disent de investir dans les compagnies qui réussissent le mieux, finalement, qui ont les meilleures pratiques en responsabilité sociale et environnementale dans l'industrie. Par exemple, ça fait que Shell, qui est une compagnie qui veut aller forer présentement dans l'Arctique, peut être sélectionnée, en fait, par ces gestionnaires de portefeuille-là. Donc, considérant cela et considérant en fait qu'il y a une espèce de mouvement présentement qui a lieu un peu partout dans le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, présentement, il y a à peu près plus que 600 institutions à travers le monde qui ont choisi de désinvestir complètement leurs fonds des énergies fossiles. On parle par exemple de l'Université de Glasgow, l'Université d'Oxford, l'Université de Cambridge, Yale. On a aussi des villes comme Oslo, Berlin, Sydney, des églises, des ONG, toutes sortes d'institutions, finalement, qui ont toutes choisi de désinvestir totalement ou partiellement des énergies fossiles. Et, en fait, ma question, après ce long préambule, c'est que j'aimerais savoir quelle est la position de l'Université Laval par rapport à ça. Est-ce que c'est une possibilité dans un avenir prochain que l'Université Laval fasse excusez-moi l'anglicisme, un statement et choisisse de désinvestir des énergies fossiles? Merci. C'est effectivement le chemin inévitable d'aller dans cette direction-là. On a mandaté, évidemment, nos gestionnaires, on a mandaté notre fondation pour regarder les impacts. On a des étapes de fait à ce chapitre-là et c'est vraiment vers là qu'on s'en va parce que, évidemment, on ne peut pas concevoir de vie sur cette planète si elle n'est plus hospitalière pour l'espèce humaine. C'est carrément ça, c'est une question. La capacité d'accueil de notre planète, on peut bien faire des rendements puis des choses comme ça, mais à quoi va servir tout cet argent-là si on fait plus d'argent de cette façon-là? Donc, on s'inscrit exactement dans cette philosophie-là. Je pouvais juste ajouter... D'abord, ça me fait plaisir d'entendre ça. Il y a plusieurs organisations qui se questionnent. Il y a plusieurs approches, par exemple, l'approche de prendre les meilleurs de chaque secteur. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une approche qui n'était pas suffisante parce que, par exemple, est-ce qu'on accepte d'avoir de l'argent dans de l'armement, oui ou non? Par exemple, vous savez que la Caisse des dépôts et de placement du Québec a une seule exclusion. C'est pour les mines antipersonnelles. OK? Donc, notre bas de laine, aux Québécois, a le droit d'investir dans l'armement, dans la pornographie, dans le tabac, dans toutes des choses que je pense on pourrait dire qu'on préférait voir exclure d'un portefeuille qui est contrôlé dans le fond, par les Québécois. Et les combustibles fossiles pourraient en faire partie de ça. Mais je pense que ça prend des exclusions parce que l'investissement éthique, c'est pas seulement choisir les meilleurs gestionnaires, les entreprises les mieux gérées, c'est aussi d'exclure certains secteurs. Il y a, je sais par contre aussi que Desjardins ont commencé à décarboniser ses portefeuilles. Donc, ils conservent des combustibles fossiles, mais ils tentent de réduire, si on veut, de réduire la portion carbone. Mais en même temps, c'est un phénomène naturel parce que si vous voulez, en ce moment, vous prémunir contre le risque de dévaluation des actifs, dans le charbon, tout le monde est en train de sortir. S'ils ne sont pas sortis, dans le fond, c'est comme Nortel, là, ça ne vaut plus rien, ou presque. Et dans le pétrole, on n'est pas très loin du moment où ça va commencer aussi à tomber. Et donc, une saine politique de gestion demande ou exige qu'on réduise notre exposition à éventuellement un choc de réduction de la valeur des actifs de combustibles fossiles. Donc, pour toutes ces raisons-là, qu'on passe par décarboniser ou sortir complètement des exclusions, je pense que les exclusions, nous, on l'a fait à la Fondation il y a 7 ans. On est mort de rire depuis ce temps-là parce qu'on a battu le marché
dans nos rendements de notre fonds de dotation, qui n'est pas énorme, mais quand même. Et donc, je pense que ça vaut la peine de se questionner là-dessus pour les institutions comme l'Université Laval, mais aussi plus largement que ça. Allez-y. Ouais. Merci, M. le secrétaire. Salut, Jean-Martin, Carole. J'aime bien justement que la dernière diapo de ta présentation, Carole, soit toujours là. Réformer nos institutions politiques et démocratiques, comment prendre des décisions globales. Tu as fait référence beaucoup à la population, cette montée exponentielle. Donc, je pense que c'est un problème, outre les problèmes d'investissement. D'ailleurs, je te félicite d'avoir remis ton diplôme, mais je pense que tu n'étais pas seul. Ma première question sera, est-ce qu'il y a eu un mouvement suite à ta remise du diplôme à McGill? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as eu une réponse officielle ou peu? Mais ma vraie question, pour ce qui m'a fait lever, c'est que ces chiffres de population-là font peur. Et j'ai eu la chance à un moment donné de me retrouver dans un congrès des Global Greens, autrement dit, un congrès des Verts mondiaux qui réunit tous les partis verts du monde entier. On était à Dakar à ce moment-là. Et il y a plusieurs ateliers, comme un colloque qu'on organise ici. Je me retrouve à l'atelier démographie, puisqu'on avait entendu parler qu'un député néo-zélandais avait développé une formule mathématique qui faisait en sorte que chaque pays mettait ses données. Là, on peut s'imaginer une formule d'économiste là, avec des G, puis des populations, la production, la consommation. Et ça donnait la population qu'un pays en particulier devait avoir. Et plus ce député néo-zélandais-là expliquait sa formule mathématique, plus les gens sortaient de la salle, parce qu'il y avait des pays musulmans que non, on ne peut pas parler d'une politique de dénatalité. Des Mexicains plus chrétiens que les autres sortaient, donc je peux comprendre qu'on s'est retrouvés, on était 3-4 à l'entour de la table, il y avait un Japonais et il y avait le Néo-Zélandais, puis moi le Québécois. Et on a continué on a essayé d'appliquer cette formule mathématique-là. Donc, il existe des solutions, il existe des réformes qu'on pourrait faire. D'ailleurs, le même député néo-zélandais parlait de rendre électif la représentation à l'ONU, parce que dans le fond, on est représenté par des ambassadeurs ou des ministres des Affaires étrangères qui sont des membres de l'exécutif. Ce ne sont pas des gens qui ont été élus pour être encore moins les diplomates, d'être nos représentants sur place. Ça, c'est un autre débat, mais on pourrait rêver à une fédération où on aurait, vous avez compris le principe, selon une proportion de la population, justement, des représentants à l'ONU qui prendraient ces décisions-là, qui feraient ces réformes, qui feraient les réformes qu'on a besoin pour sauver la planète, finalement, plus que le système des institutions qu'on a à l'heure actuelle. Donc, c'est peut-être le maître en relation internationale à qui je m'adresse, mais est-ce que on doit commencer à parler dans le public, que des chercheurs de l'équipe de M. Beauce se penchent sur ces formules mathématiques qui existeraient, où on dirait, bon, au Canada, c'est 33 millions, aux États-Unis, c'est 260 millions, et que chaque pays serait obligé de travailler à la dénatalité ou à prendre des mesures qui feraient en sorte qu'on diminuerait la population. Je vais prendre la question sur des investissements puis la population. Je vais laisser Jean-Martin répondre au fédéralisme mondial. Pour Divest McGill, ça continue leur campagne. C'est une campagne qui est menée par les étudiants sur le campus de McGill, mais j'ai été invité par des investisseurs à l'Université de Montréal. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas, mais puis il existe Recycle ta caisse qui veut que la caisse de dépôt désinvestisse aussi. Puis bon, bref, c'est un mouvement qui est naissant, mais qui ne va pas disparaître. Ça, c'est la première réponse. Pour ce qui est de la population, mon baptême de feu, moi, de Radio de Québec, c'était une entrevue que j'ai donnée il y a peut-être 6 ou 7 ans. Et je devais donner une entrevue sur un sujet X, et le gars, il me sort David Suzuki qui dit qu'il faut commencer à travailler à réduire la population. Puis il essaie de me coincer avec ça, puis ça n'a pas été long, l'entrevue, parce que j'ai dit, moi, je suis complètement en désaccord avec David Suzuki là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas parler de population si on ne parle pas de consommation. C'est-à-dire que si nos niveaux de consommation, un Canadien, une Canadienne consomme 6 fois, ça prendrait 6 planètes pour un Canadien, mais un Indien, ça prendrait 0,7 planètes. Mais ils sont 1,4 milliard, puis nous, on est 35 millions. Qu'est-ce qu'on fait? On élimine 35 millions de Canadiens ou 700 millions d'Indiens? Je veux dire, c'est une... Alors, je pense qu'il faut travailler à faire en sorte que la population cesse d'augmenter. Ça passe par l'éducation des jeunes filles dans les pays en développement. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution qui n'a jamais marché. C'est l'éducation des filles. C'est pas des campagnes pour stériliser le monde, puis c'est pas des guerres, puis c'est ça. Et je pense que c'est un terrain extrêmement glissant
de commencer à juger de qui peut ou ne peut pas avoir d'enfants. Je trouve que ça ouvre la porte. Mais ça, c'est ma position comme toute personnelle, non scientifique. Alors, c'est ça, ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, là-dessus... Pardon. Bon micro. Moi, là-dessus, je dirais peut-être que l'argument qu'on entend le plus souvent en faveur de la croissance des populations, c'est encore une fois la sacro-sainte croissance économique. Et même souvent, dans tous les pays du monde, les arguments pour recevoir plus d'immigration, je ne veux pas dire qu'on doit être pour ou contre, mais l'argument pour plus d'immigration, c'est une plus grande population pour la sacro-sainte croissance économique. Donc, il y a encore une fois, au fondement de ce problème-là, une façon de voir l'économie et le développement économique qui est erronée à la base et qu'il faut revoir compte tenu des ressources limitées et des réalités et des chiffres qu'on voit. Et aussi, rapidement aussi sur le plan d'avoir un système électif pour les représentants à l'ONU, c'est une bonne idée philosophiquement, mais qui serait élu? Il y en a déjà des partis verts partout sur la planète et ils sont au pouvoir nulle part. C'est des partis qui promettent la création d'emplois. Ben, ça a été, dans une coalition, disons. Mais ça a été tout le temps des gens élus qui promettaient croissance économique, baisse d'impôts, création d'emplois, le discours fondamentalement erroné qui mène aux inégalités qu'on a et aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, il faudrait s'assurer, si c'est un système électif, qu'on ait le moyen de faire passer des idées diverses, sinon le modèle néolibéral qui serait aussi aux Nations Unies, parce qu'au moins, de temps en temps, il y a un gouvernement un peu plus social-démocrate ou de gauche, pour ceux qui aiment ça, qui va envoyer un ambassadeur de ces valeurs-là à l'ONU. Mais si c'était une élection mondiale, je ne sais pas si les résultats seraient nécessairement positifs. Donc, il faut se poser cette question-là aussi. Oui. Prochaine question. Oui, merci. Pardon. Je voudrais reparler un petit peu d'économie sociale. Souvent, quand on entend parler d'économie sociale, on tombe rapidement dans les stéréotypes. D'un côté, on a peut-être l'image de la friperie, puis de l'autre côté, quand on parle de coopérative, le premier nom qui vient en tête, c'est Desjardins. Puis là, tout de suite, on se fait dire, Desjardins, c'est pas une coop, c'est le grand méchant bras de la finance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense qu'une partie du travail, dans le fond, c'est d'aller au-delà de ces stéréotypes-là. Donc, ma question s'adresserait principalement à M. Haussin. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Vous avez parlé de la coopérative de jeux vidéo. Peut-être la question facile, c'est est-ce qu'il y a d'autres exemples? Puis une question plus difficile, c'est comment on peut, dans le fond, amener les gens à mieux connaître ces exemples positifs-là, puis qui sortent un peu là, des stéréotypes? Il y a beaucoup d'exemples. En fait, il y en a dans tous les secteurs économiques imaginables. Parce que l'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité, c'est un mode de développement qui s'applique à tous les secteurs d'activité. Donc, par exemple, dans le secteur culturel, le Québec est à peu près l'endroit au monde où il y a le plus de festivals. Ce sont pour la plupart des OBNL, donc c'est de l'économie sociale. Les CPE, je l'ai mentionné, l'aide à domicile, l'habitation, les hautes technologies, donc non seulement la Guilde des programmeurs de jeux vidéo que j'ai mentionné, mais aussi la SAT à Montréal. À Québec, ici, il y a une école de cirque qui est de l'économie sociale, la coop Méduse pour les artistes, c'est de l'économie sociale. La plus grande coopérative de services funéraires en Amérique du Nord, coop des Deux-Rives, c'est de l'économie sociale. Donc, dans tous les secteurs d'activité, on peut trouver des exemples qui font réaliser aux gens, justement, que pratiquement tous les jours, ils transigent avec des entreprises d'économie sociale sans les appeler comme ça. Sur le plan des préjugés, c'est vrai qu'ils ont la vie dure. Un des préjugés, c'est que c'est un secteur de subventionnés. Alors que si on regarde les chiffres et les faits, le secteur privé au Québec est d'un multiple incroyablement élevé, plus subventionné que l'économie sociale. La simple aide à Bombardier récente vaut l'histoire de l'économie sociale dans tous les pays de l'OCDE à peu près. Donc, le secteur privé est pas mal plus subventionné et je ne suis pas en train de dire que le gouvernement devrait arrêter ça. C'est un des rôles du gouvernement de favoriser le développement de ces collectivités à travers des aides aussi. Mais il ne faut pas, je dirais, faire survivre le préjugé que l'économie sociale est plus subventionnée que d'autres, c'est faux. Ou utiliser les mêmes mots aussi pour décrire les mêmes concepts. En économie sociale, on a encore la fâcheuse tendance à appeler, par exemple, un OBNL qui prodiguerait un service au gouvernement, on va encore appeler ça une subvention à la mission, alors que le gouvernement achète un service de cet OBNL-là, service qu'il devrait acheter ailleurs si ce n'est pas l'OBNL qui lui prodiguait. Dans le secteur privé, le contracteur qui a fait l'asphalte en face du pavillon ici, il n'a pas appelé ça une subvention à la mission, il a appelé ça un contrat. Mais c'est quand même de l'argent public parce que le gouvernement avait besoin d'asphalte à cet endroit-là. Donc, le jour où on va appeler les mêmes choses avec les mêmes mots du secteur privé au secteur collectif, il y a bien des préjugés qui vont tomber, y compris le fait qu'on se retrouve en économie sociale parce qu'on n'a rien trouvé ailleurs. Premièrement, c'est insultant pour moi. Et deuxièmement, c'est absolument faux. On peut très bien gagner sa vie en économie sociale. Ce pas des bénévoles dans ces entreprises-là. Quand on parle de 40 milliards de chiffre d'affaires, il y a des entreprises qui sont grosses, qui produisent des biens et services qui leur permettent de rémunérer leurs employés de façon très, très, très convenable et même très confortable. Quant à Desjardins, juste une parenthèse, il y a effectivement un débat
à savoir est-ce que c'est devenu trop une banque ou c'est encore une coopérative. Ce qu'il faut se souvenir de Desjardins, c'est que c'est devenu un géant en étant une coopérative. Et ça montre le potentiel de la forme juridique d'entreprise collective ou d'économie sociale qui est aussi illimitée qu'au secteur privé. Donc, c'est une question d'attitude et non une question de forme juridique dans le développement. Ça dépend des talents d'entrepreneurs, des gens qui partent une coop ou une OBNL. Et on peut voir très clairement que c'est les mêmes talents qu'il faut pour gérer les ressources humaines, matérielles, financières. C'est juste la forme juridique qui est différente, mais on peut tout développer avec l'économie sociale. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'une des formes d'économie sociale, c'est l'université. Bien, justement, je me disais qu'il fallait rétablir la direction de la discussion vers les universités. Merci, Eric. Je te sens venir. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation-là, très inspirante depuis le début. Comme on se trouve dans le pavillon de foresterie, j'aurais une petite question un petit peu plus axée pour M. Beauce, principalement axée dans votre présentation, qui est une discussion qui revient beaucoup dans nos cours, notre formation. Vous avez sorti les chiffres de 38 % et de 21 % qui sont liés à la réduction, dans le fond, ou à la carboneutralité sur le pavillon, sur le campus, dû, dans le fond, à l'aménagement forestier qui est fait à la forêt Montmorency puis sur les terres du séminaire. Pour des ingénieurs forestiers, la forêt était là avant que l'Université Laval décide de dire qu'on fait un aménagement durable. Puis surtout, je tiens à souligner, dans le fond, que la forêt Montmorency puis les terres du séminaire sont deux exemples vraiment incroyables dans la région de Québec puis au Québec en termes d'aménagement forestier. Fait de se dire que c'est carboneutre quand... on sait, dans le fond, moi, j'ai étudié principalement sur les thématiques dans le bassin du Congo. On a une ligne de base, puis on doit améliorer nos pratiques. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est des débats qu'on a régulièrement puis qu'on n'a pas l'occasion d'échanger nécessairement avec vous. Donc, merci. C'est une excellente question parce que c'est pas tout d'agrandir une forêt ou même d'acheter une forêt pour qu'elle génère de la carboneutralité. C'est le principe d'additivité. Ce qu'on fait en plus, qu'on ne ferait pas normalement. Ça nécessite évidemment un effort. Reboiser des vieux chemins qu'on ne reboiserait pas. Protéger certaines zones, comme avec les terres du séminaire, par exemple. On a fait une zone de protection où il n'y aura pas de coupe et on regarde l'effet que ce genre d'action-là, qui n'aurait pas été fait, va ajouter sur le gain en carbone, c'est pas que les arbres y poussent, c'est la façon qu'on fait l'aménagement supplémentaire. Alors dans le cas de la forêt Montmorency, qu'on a agrandi de 60 km à 412 km², c'est un petit peu mes rêves fous, là. Le défi est beaucoup plus grand qu'à l'extérieur de la forêt Montmorency, parce que déjà, grâce à tous les projets étudiants et tout l'aménagement qu'on se fait à la forêt Montmorency, déjà le business as usual, là, la barre était déjà pas mal haute. Donc on monte cette barre-là encore plus haute. C'est exactement ce que l'on va faire aussi à Luki, dans le bassin du Congo, les travaux qu'on fait présentement aussi. Bonjour, merci. Merci pour les présentations. Ma question est pour M. Haussan. Je travaille au service des immeubles, puis premièrement, c'est un constat, c'est pas toujours évident de le mettre dans les contrats, parce que quand on veut avoir des certifications, des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas de fournisseur, donc il faut aller plus loin, il faut y aller des marges préférentielles, fait qu'il y a vraiment un effort qui est fait sur le campus, mais il y a encore beaucoup à faire collectivement, même si on veut faire notre part institutionnellement, ça va prendre plus large. Puis ma question, c'est, dans le fond, ça s'applique à tout le monde au niveau personnel. Comment j'explique à mon voisin que ça me coûte moins cher les carottes qui sont plus chères à l'épicerie, mais qui viennent de l'autre rang, que les carottes du Mexique ou des États-Unis? Fondamentalement, c'est ça, là. Comment j'explique ça? Ça revient encore un petit peu à l'impact global d'un produit ou de la production d'un produit. Quand on va être capable de mieux quantifier l'impact social et environnemental de tout ce qui se passe, on pourra même le mettre sur l'étiquetage. Ce produit a un impact X sur une échelle de X et les gens pourront être mieux informés pour faire leur choix de consommation. Parce que c'est clair que l'économie sociale est beaucoup plus basée sur des circuits courts que sur l'exportation sur 20 000 km. Là. Il y a des entreprises d'économie sociale qui sont des conglomérats mondiaux. Mondragon, en Espagne, en fait, est une coopérative qui exporte dans plus de 100 pays, mais c'est quand même l'exception à la règle.
Et le fait d'avoir des circuits courts, c'est clair que ça solidifie les emplois locaux, ça réduit la trace environnementale de tout ce qu'on produit, etc. Et ça amène une plus grande conscientisation aussi de ce qu'on peut récupérer du voisin pour avoir dans notre propre production. Ça empêche aussi qu'on achète un fruit une scène moins chère qui a mûri sur les 5000 km de transport qu'il a fait pour arriver ici, plutôt que de le prendre chez un producteur local, par exemple. Donc, le jour où on sera capable de mieux quantifier ces choses-là et que la seule quantification disponible ne sera plus le prix, parce qu'actuellement, dans le prix, il y a plein d'externalités qui ne sont pas dedans, donc tout ce qui est environnemental et social n'est pas dedans. Et il va falloir améliorer la qualité d'un prix, en fait, pour qu'il représente tous les impacts de la production de ce bien-là. C'est peut-être pas demain la veille, mais si les universités s'y mettent, ça va aller plus vite, ça c'est clair, parce que avec le brain power, c'est le pouvoir cérébral, c'est pas très beau, mais en tout cas, avec les gens qui réfléchissent à ça sur les campus. Mais ça serait peut-être une prospective aussi pour notre université puis les autres universités d'arriver à le faire pour l'ensemble des achats, la fourniture alimentaire puis les autres aussi, les vêtements. Pour revenir à votre commentaire du départ, en fait, on travaille au chantier avec d'autres partenaires pan-canadiens à une plateforme électronique, en fait, de tous les produits d'économie sociale qui serait une vitrine web, en fait, où les gens pourraient, s'ils ont besoin d'un service ou d'un bien dans tel ou tel domaine, pour aller identifier un fournisseur qui provient d'entrepreneuriat collectif. Donc, ça va être un bon pas en avant, ça, ça va être un cercle vertueux, en fait. Donc, ça va développer le secteur et le secteur va être plus connu, ce qui va l'aider à se développer, etc. Merci. 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 Bonjour. En fait, vous avez mentionné tantôt des investissements majeurs dans les technologies pour un peu partager les connaissances avec le reste de la planète. On sait qu'il existe une grosse divergence entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez un plan plus concret? Aujourd'hui, j'entendais aussi parler de l'accès libre aux ressources scientifiques. Donc, peut-être plus élaboré là-dessus, ça serait intéressant. Merci. Oui, en fait, c'est une stratégie qu'on a commencée en 2008. On s'est dit, il faut qu'on donne accès à la connaissance à divers pays, à l'ensemble de la planète. Il y a des endroits où l'accès à la connaissance est très difficile. Il y a des endroits où aller construire, par exemple, des universités un petit peu partout, c'est pas la bonne façon, pour toutes sortes de raisons, stabilité politique, etc., etc. Une des choses qui m'a marqué, quand j'étais en Afrique, j'ai vu qu'il n'y avait pas de poteau de téléphone. Je vais me dire, c'est quoi le rapport, là? Les sociétés africaines sont passées directement au cellulaire, ce qui donne un potentiel énorme en termes de diffusion par la technologie. Évidemment, une fois qu'on s'est dit ça, on se dit, ouais, c'est bien le fun, mais on peut avoir des grandes aspirations, mais ça prend les outils pour le faire. Et c'est là qu'on a bâti. Évidemment, ça prend un certain temps, puis c'est pas juste une question d'argent. C'est pas juste une question de mettre 100 millions, c'est une question d'expertise, de bâtir les expertises. Dans tout projet informatique, là, 80% du coût, c'est des ressources humaines, c'est pas de la technologie en tant que telle. Et le bâtir, pas s'adapter en fonction des produits du marché, mais plutôt faire l'inverse, créer ce qu'on a besoin, nous. Parce que souvent, on va aller chercher un produit à l'extérieur, puis on va essayer d'ajuster nos affaires en fonction du produit. Fait qu'on va dire, on va le bâtir de nous-mêmes, avec notre communauté. Et présentement, on est en mesure de pouvoir offrir ce genre de plateforme. Bon, vous savez, on a 800 cours en ligne, etc. On développe des MOOC et tout ça. Une plateforme qui est accessible pour l'ensemble des communautés. Et ça fait partie de toute la stratégie de diffusion de l'information, de partir du principe que dans le terme université, il y a le terme univers. Puis que notre patinoire, c'est pas la région de Québec, c'est pas la ville ici. Notre patinoire, c'est la planète. Et on doit interagir avec ces gens-là. Et on a, c'est à peu près 5500 étudiants internationaux sur le campus qui vont porter la bonne nouvelle, puis qui vont aussi faire des agents, être des agents de changement. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup, il y a un grand mouvement sur l'accès à Internet. Il y a beaucoup de projets à la Banque mondiale présentement, au Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, où justement l'accès aux outils. Parce que les premières fois, je me souviens, les premiers trucs qu'on a fait avec l'Université de Kinshasa, on a dit on donnait des cours en ligne.
Et ils ont mis en place ce qu'ils appellent le backbone. C'est un ordinateur. Il y avait beaucoup d'argent là-dedans, mais ça ne marchait pas. Le lien, là, saccadé, ainsi de suite. L'aspect d'amener les technologies sur le terrain un petit peu partout. Et c'est là qu'on dit à nos partenaires, nous, on vous offre quelque chose, on va faire le tuyau, mais il faut que vous bâtissiez le récepteur. Et c'est là qu'on travaille avec nos partenaires, notamment la Banque africaine de développement et tous ces gens-là, pour que la réception soit là. Et ça, en soi, c'est un défi. Mais pour dire qu'il va y avoir une réception, il faut avant qu'il y ait un émetteur pour susciter la réception. Bon. Bonjour. Durant pas mal toutes mes études, en fait... le micro un petit peu, s'il vous plaît. On m'entend mieux? Oui. Ah, bon, il faut vraiment être collé. Durant tous mes différents échanges avec certaines associations étudiantes, notamment Univers Laval, qui se sont attaquées à différentes problématiques là, en vue de développement durable, j'ai été assez surpris de voir toute l'espèce de combat qu'il y avait au niveau seulement pour retirer les bouteilles d'eau du campus. C'est un problème bien précis. Alors pour l'Université Laval, qui est un modèle, j'ai la difficulté à comprendre comment est-ce qu'on peut encore s'objecter à un simple projet comme ça. Puis, comme on l'a dit, l'université doit montrer un peu l'exemple. L'exemple, là, évidemment, la patinoire, c'est le monde, mais on fait seulement regarder à notre petite patinoire ici de la Ville de Québec. Puis, récemment, la mairie qui a lancé un sondage à la population pour qu'on coche les projets de malades, les projets fous. Puis, encore là, une très faible représentation de projets verts liés au développement durable. Il fallait prendre la peine de l'écrire dans les commentaires. Donc, là, spécifiquement lié à cette problématique-là, il faut qu'on montre l'exemple davantage. Fait qu'une simple problématique comme ça, moi, je trouve que c'est assez facile à régler. C'est vrai que quand on le regarde directement, froidement, c'est très simple à régler. C'est une problématique. Ben, ouais, pourquoi on n'interdirait pas ça? Il y a deux aspects là-dedans. Le premier aspect, il y a l'engagement. Il y a d'amener les gens, si on veut faire des agents de changement, l'idée, c'est pas de les amener dans l'interdiction, mais de les amener dans le changement en tant que tel, dans l'engagement. Ça aurait été simple, puis moi, je m'occupe un peu des finances de l'université, puis ça n'aurait pas coûté cher d'envoyer un mail. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de bouteilles. Bon, on a pris la chose un petit peu plus coûteuse, un petit peu plus durable, à mon avis, c'est d'installer des buvettes un peu partout, de faire la promotion de « prenez des bouteilles recyclées, on va vous mettre un peu partout des endroits où vous allez pouvoir utiliser l'eau qui existe. » On la teste, l'eau, évidemment, à tous les jours, etc. C'est une approche qui est un peu différente, mais qui vise l'engagement. Et l'autre aspect, l'autre partie de l'équation, c'est, avant de faire ça, on a posé des questions à nos chercheurs, aux spécialistes, pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'en fait, on a une force incroyable dans cette université. On a des spécialistes de tout. On n'a pas besoin de consultants extérieurs. Nous, on a juste à poser des questions, puis les gens sont très heureux de répondre. Et en plus, ça ne coûte rien. Et ils nous ont dit, ouais, attention. Ils ont sorti une étude, on dit, regardez, il y a une étude ici qui a été produite en Angleterre, et ils l'ont fait. Et ils ont suivi l'impact. Et ils se sont rendus compte que les gens se rabattaient sur les boissons sucrées. Et on dit, ben, l'impact de ça n'est pas nécessairement très bon pour les étudiants et la communauté. Et on nous a dit, continue plutôt dans cette veine de mobilisation, de dire, en fait, l'idée, c'est pas de l'acheter. Et quand la personne s'en va à l'extérieur, vous allez me dire, ouais, ça c'est facile à dire, mais est-ce qu'on mobilise de cette façon-là? Parce que si les gens n'en consomment pas sur le campus, puis après ça, ils rentrent chez eux, puis ils s'achètent des boîtes et des boîtes de petites bouteilles d'eau, emballées 3-4 fois d'ailleurs, ce qui est absolument fascinant. On emballe des choses qu'on a déjà emballées, puis on réemballe, ainsi de suite. Ça, c'est une autre problématique. On ne sera pas beaucoup avancé, puis on ne pense pas que c'est la façon qu'on va amener des agents de changement. Donc, c'est un petit peu l'idée. On suit, évidemment, puis la dernière fois qu'on s'est parlé avec Univers Laval, on a dit, on va suivre l'impact.
de ce qu'on fait? Est-ce que la façon, ce qu'on a pris comme approche, est-ce que ça modifie les comportements? Et je pense que ça, c'est important. Et peut-être qu'on n'a pas la bonne voie, peut-être que ce n'est pas la bonne façon, peut-être qu'il faut aller sur l'interdiction. On va voir l'impact de cette stratégie-là et au besoin, on la rajustera, mais je pense que si à un moment donné, on interdit les bouteilles d'eau, il va falloir qu'on interdise beaucoup de choses. Et c'est peut-être pas la philosophie qui est à prendre pour susciter l'engagement collectif. Marie-André Doran, une petite précision concernant le numérique et l'Afrique ou les pays du tiers-monde. Bon, d'accord. Alors, l'Afrique, de façon particulière, pour répondre à la question de Madame, le taux de pénétration des téléphones cellulaires en Afrique est de 60 % actuellement. Donc, c'est vraiment par ces technologies-là qu'on va réussir à entrer en Afrique et donner de la formation. Il y a plusieurs plateformes de formation qui ont compris ça, que ce soit Khan Academy ou d'autres, et qui utilisent ça. Alors, tout le monde n'a pas encore son ordinateur là-bas, mais plus qu'une personne sur deux a un cellulaire. Et même quand il n'y a pas l'électricité pour recharger dans le village, ils partent en camion ailleurs et ils font recharger des cellulaires aux 2 jours, des choses comme ça. Donc, ils ont pris le virage, comme disait M. Beauce, là, mais c'est pour vrai. Le 60 % là-bas se compare à combien ici? Ici, le taux de pénétration est de 90 % moins. Mais ça dépend si on distingue les ordinateurs des cellulaires. D'habitude, les gens ont les deux. Merci, Marie-André, pour cette précision. J'ai une question un peu par rapport à l'autre question avant, qui parlait des enjeux dans la ville de Québec. Je me demandais, l'Université Laval, est-ce qu'elle pourrait prendre position, des fois, dans la ville de Québec, quand on entend toute la folie, par exemple, par rapport au 3e lien, en s'appuyant sur ses objectifs de développement durable? Est-ce que ça serait possible que l'Université Laval prenne position publiquement? Je le dis comme naïvement, je ne sais pas, oui ou non. Il n'y a pas de questions naïves, là. Il y a juste des réponses naïves. Fait que je vais essayer d'en donner une qui n'est pas trop naïve. Vous savez qu'à l'Université Laval, la mobilité durable est très importante. Alors, on travaille présentement notamment sur le SRB. Ça fait une couple d'années qu'on travaille là-dessus pour voir comment le SRB pourrait contribuer à tout notre plan de mobilité durable. Il y a des plans, on est en interaction avec la ville, avec le réseau de transport en commun et ces choses-là, pour avoir une espèce de panier de produits, je dirais, diversifié. Il y a l'autopartage, il y a le SRB, il y a la 800, il y a toutes les choses qu'on a fait récemment là-dessus pour avoir une espèce de package global. Bon, à partir de là, on sait qu'on a des chercheurs qui travaillent sur le pont de Québec. L'Université Laval est très impliquée là-dessus. Puis on laisse un peu, en général, on laisse un peu les choses évoluer. Là, des fois, il y a des trucs politiques, là, où un chicane avec l'autre, et ainsi de suite. On essaie d'être un peu plus dans le concret, puis d'arriver avec des choses. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce que la population, elle veut? Qu'est-ce qu'on a à offrir, nous, comme technologie, comme innovation? Tout à fait en dehors d'un contexte politique, là, on veut un lien, on ne veut pas un lien. Là. Je pense qu'il y a une approche scientifique qui doit être faite. Et ça, c'est une question de la culture scientifique avant de prendre des positions. Et ça, peut-être que j'en profiterai, compte tenu que vous m'amenez sur ce terrain-là, de dire qu'une des choses qui est fondamentale si on veut créer l'avenir, c'est d'amener la culture scientifique dans la sphère politique. Il y a un manque criant, et ça, c'est étonnant, parce que la plupart des gens, c'est des bacheliers. Là. Il y a plein de monde qui ont eu un bac ici. Là. Puis des fois, tu te dis, ils ont oublié d'amener la culture scientifique avec eux. Je pense qu'on a une responsabilité de la pousser, cette culture scientifique. Et si elle était plus présente dans les sphères médiatiques et politiques, peut-être qu'on prendrait des décisions plus éclairées, puis peut-être qu'au lieu de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, on en ferait 4 d'un coup en avant. C'est dans un dossier comme le transport, les connaissances scientifiques sont tellement importantes. Puis juste quelque chose qui paraît
incompréhensible et impossible pour le commun des mortels, là, mais qui tient en une phrase. C'est jamais arrivé, nulle part dans le monde, qu'il y ait moins de trafic avec plus de routes. Jamais. Jamais. Et là, les gens disent, il y a du trafic, il faut grossir la route. 7 ans plus tard, c'est plein. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'il y ait moins de trafic avec plus de routes. Puis les discussions sur le transport commencent toujours par « il y a du trafic, je veux une route ». Et ça, cette connaissance scientifique-là, elle passe pas parce qu'elle va à l'encontre du gros bon sens. Puis mais ça a besoin d'être expliqué. C'est pour ça que j'aime toujours, moi, j'aime tellement quand un expert universitaire est invité à aller à la radio ou à la télé expliquer une chose comme ça, plutôt que moi je le dise parce que personne ne me croit, parce que les gens, leur idée est déjà faite sur ce que je vais dire souvent. C'est très, très polarisant. Quand je dis personne ne me croit, c'est pas vrai, ça dépend du poste de télé ou de la radio où je vais. Mais c'est important, puis c'est important dans un paquet d'autres domaines aussi où des fois le gros bon sens est en fait complètement à l'envers de la réalité. Merci. Ce sera la dernière question. Merci pour les présentations inspirantes. Carole Leclerc, au programme Mon équilibre UL. Moi, je suis de la génération qui a connu le Flower Power puis le Peace and Love. Et je vais peut-être pas vous parler de science tellement, mais plutôt, on a dit que c'est le cerveau qui nous a amenés là, mais je pense que peut-être que c'est le cœur qui va nous amener plus loin. Et je veux juste mentionner que je veux remercier l'université pour avoir créé le programme Mon équilibre UL, qui est un programme qui prend soin des étudiants, qui prend soin du personnel. Puis je pense que si on peut transmettre ça à nos étudiants, bien peut-être qu'ils vont l'amener avec eux aussi dans leurs entreprises, qu'il faut prendre soin. Il faut prendre soin des gens, il faut prendre soin du monde autour d'eux. Merci. Alors, moi j'aurais une question à poser à nos panélistes. On a évoqué dans la présentation de M. Beauce la question de la transdisciplinarité. Quand je regarde la liste, ou en fait les grands défis du 21e siècle ici posés par M. Méran, et quand M. Haussan nous parle d'économie sociale, ça interpelle justement cette question d'interdisciplinarité-là. Et on disait que la culture scientifique devait aller, oui, dans la société, mais entendu que la crise environnementale est d'abord une crise, à mon avis, de modernité, là. Et l'université a contribué à fragmenter les connaissances. Alors, comment, selon vous, l'université pourrait-elle favoriser justement cette approche intégrée par le moyen de l'interdisciplinarité? La question est un peu longue, mais s'il vous plaît, répondez rapidement. Je vais peut-être répondre très, très rapidement. Je crois que ça va se faire en amenant les gens dans des zones d'inconfort, sortir les gens de leurs zones de confort. Les disciplines sont des endroits très confortables où les gens ont leur propre langage, leurs propres mots, assez hermétiques parfois. Et quand on sort des gens, qu'on amène un ingénieur, par exemple, à jaser avec un psychologue, au début, c'est un choc, parce qu'on a l'impression qu'ils ne parlent pas la même langue, et ils ont l'impression de ne pas parler la même langue. Mais ça devient, il vient, et on l'a fait l'exercice, là, quand je vous parlais des 2 grands projets qu'on est en train de mettre en place, là, ce genre de choses-là, là, ça ne se fait pas sans heurts, ça ne se fait pas sans étincelles, sans flamèches. Mais une fois que les heurts sont faits, ou une fois que les gens commencent à comprendre, ne serait-ce qu'au niveau du langage uniquement, on ne parle pas de transdisciplinaire, juste de comprendre, les étincelles commencent à fonctionner, puis je pense que c'est par là que ça passe. Je pense que c'est une question d'attitude où les gens vont devoir se laisser amener dans des zones très inconfortables, en dehors des zones disciplinaires, mais porteuses. Et je pense que c'est vrai pour ce qui est vrai pour l'université, ce qui est vrai pour l'Université Laval, c'est vrai pour nos gouvernements, c'est vrai pour tous nos ministères qui sont tous cloisonnés en petits morceaux, à l'intérieur même des ministères et entre les ministères. Si on est capable de le faire dans une institution comme la nôtre, ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire aussi. Et ça va être très important que ce qui va se faire dans les universités, puis c'est pas juste l'Université Laval, c'est entre les universités aussi, où il y a ces cloisonnements, se fasse aussi au niveau de nos structures décisionnelles gouvernementales, que ce soit la ville, le provincial, le fédéral, et toutes les multiples couches de gouvernance de notre grand millefeuille politique.
Je pense qu'on a un projet au chantier qui va aider ce que vous venez de mentionner. On travaille sur un projet de maison d'innovation sociale qui va être basé sur le concept d'innovation ouverte. C'est-à-dire que des spécialistes de domaine qui n'étaient pas naturellement ou historiquement appelés à se parler vont être appelés à se concentrer sur un même problème à régler ou un même projet à développer. Et par exemple, dans le contexte des réalités virtuelles qui va être de plus en plus présente, il y a des conséquences évidemment économiques à ça, mais la technologie elle-même, l'énergie pour alimenter tout ça, l'aspect culturel de la chose, etc. Donc, le concept d'innovation ouverte va être au cœur de cette maison d'innovation sociale-là. Les universités sont d'ailleurs, à terme, seront des contributrices au projet. Ça a débuté avec 2 universités de Montréal, mais tous les campus du Québec vont y être reliés à terme. Donc, ça va être exactement dans cette veine-là que ça va s'inscrire. J'ai de la difficulté à répondre à la question directement. Ce que je dirais, c'est que l'université, comme tout l'ensemble du système d'éducation, transmet des valeurs. Et que ces valeurs-là sont importantes parce que tu sors de l'université avec des compétences, des connaissances, tu t'en vas travailler au gouvernement, en entreprise, dans les entreprises d'économie sociale. Les valeurs que tu as sont plus importantes que ce que tu es capable de faire, je pense. C'est parce que ces valeurs-là font de toi un bon citoyen ou un mauvais citoyen, font quelqu'un qui va s'occuper, prendre soin des gens dans ton milieu de travail ou non. Et j'ai l'impression, moi, quand je suis sorti de tout mon processus d'éducation, après 18 ans d'études, premièrement, j'avais l'impression que je ne savais rien faire, mais ça, c'est le problème parce que je suis là en sciences politiques puis en relations internationales. Je ne suis pas sorti un ingénieur ou un psychologue ou avec une profession ou un juriste ou je ne sais pas quoi. Mais surtout, j'avais l'impression, j'avais pas nécessairement l'impression qu'on m'avait transmis toutes les valeurs qu'on aurait pu me transmettre, mais c'est un processus qui est aussi personnel. Puis depuis que je travaille à la Fondation David Suzuki, je fais un gros ménage de ces valeurs-là. Puis je vous dirais, il y a une chose que j'ai apprise qui est importante et que j'essaie maintenant de transmettre à mes enfants. Dans la pensée autochtone, la plupart des communautés autochtones, il y a l'individu, la communauté et le territoire forment une seule chose. C'est-à-dire que l'individu n'existe pas sans la communauté. Et la communauté ne peut exister sans le territoire. Le territoire comprend les espèces animales, végétales autour. Et tout ça est dans un continuum finalement de la vie de l'espèce, mais de la vie des autres espèces qui soutiennent. Et l'individu n'existe pas sans la communauté, et la communauté, en retour, s'occupe de l'individu. C'est ça, et il me semble que dans notre compartimentage, la manière dont on est très cartésien, on a tout découpé de la société en saucissons. Puis moi, ma job, c'est juste de m'occuper de mon rendement dans le prochain trimestre, puis les autres, c'est pas comme ça que le monde fonctionne et qu'il doit fonctionner. Donc, comment est-ce qu'on peut unifier l'individu, la communauté, puis le territoire? Puis quand on commence à penser comme ça transforme la façon dont on bâtit les villes, dont on fait les maisons, dont on interagit les uns avec les autres. Et il me semble qu'il y a un travail d'éducation à faire là-dessus qui ne serait pas nécessairement du travail multidisciplinaire, mais qui s'ajouterait à chacune des disciplines pour transformer un peu la façon dont on... Je pense que la façon dont on conçoit le monde, c'est comme si la planète Terre puis le monde étaient à l'extérieur. Tu sais, la démarche scientifique, c'est... Hein, d'ailleurs, en économie, il y a les externalités. Les externalités, ça comprend tout ce qui n'est pas dans le modèle, donc, dans le fond, la plupart de nous tous, et de l'environnement. Et donc, c'est long comme réponse, mais il y a un rôle important à jouer, je pense, dans la transmission de valeurs qui vont au-delà de l'apprentissage. Merci beaucoup. Alors, en guise de conclusion, parce que j'ai préparé une conclusion, j'aimerais seulement revenir sur un énoncé de McGonigal et Stark, les mêmes que j'ai cités au début de cette table ronde, qui disait que la véritable innovation de l'université serait d'apprendre à apprendre ensemble. Intéressant, n'est-ce pas? David Orr, lui, en 91, dans son livre Ecological Literacy, il disait que l'université serait un lieu où on apprend à vivre. Alors, moi, je proposerais, pour fermer la discussion ce soir, que l'université de futur serait un endroit où on apprend à apprendre à vivre ensemble. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Alors là-dessus, j'aimerais vraiment remercier nos conférenciers et votre présence aussi ce soir. C'était une très belle discussion.
très enthousiaste, inspirante et pour nous et pour tout le monde. Merci.